Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission à propos de la convergence simple et de la convergence uniforme. Dans cette émission, j'ai deux buts. Le premier, ça va être d'introduire, naturellement, les notions de convergence simple et de convergence uniforme. Donc il s'agit bien ici d'une introduction, et il n'y a pas besoin d'avoir vu ces notions quelque part en cours pour comprendre le contenu qui va suivre. Et le deuxième but, ça va être d'identifier la différence fondamentale entre ces deux types de convergence. L'idée principale, pour parler de convergence simple ou de convergence uniforme, ça va être de s'appuyer sur la notion de convergence dont on dispose déjà, dès la première année, pour les suites réelles. En effet, les notions de convergence simple et les notions de convergence uniforme, ça s'applique à des suites de fonctions. Donc notre but, ça va être de faire le lien entre des fonctions et des nombres réels. Pour cela, on va s'appuyer sur un exemple. On va considérer fn, la suite de fonctions du segment 0, 1 et a valeur dans R, qui va être déterminée comme suit. Pour tout n, et pour tout x dans 0, 1, on va dire que fn de x, ça vaut x puissance n. Donc on va se faire un peu de place ici, pour tracer quelques représentations graphiques. Pour n égale 1, la fonction f1 est tout simplement celle qui a x associe x. En bleu, on a la fonction carré qui a x associe x carré, dont la représentation graphique sur le segment 0, 1 correspond à ceci. Et enfin, pour n égale 10, on peut obtenir, à nouveau, une représentation graphique de cet ordre-là. Et donc, puisqu'il est question ici de parler de convergence, on peut se demander, que se passe-t-il lorsque n tend vers plus l'infini ? Alors c'est assez difficile puisque il n'y a pas vraiment de notion pour des courbes, des objets géométriques, pour ce que j'ai tracé en rouge, en bleu et en vert, je peux pas vraiment définir ce que ça serait la convergence. Par contre, si je fixe un x sur l'axe des abscisses, je peux regarder l'évolution du point correspondant sur les courbes représentatives respectives de f1, f2, f3, etc. Donc sur cet exemple-là, on voit que le point d'abscisse x va se retrouver assez vite collé sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que son ordonnée va tendre vers 0. De la même manière, on peut prendre un deuxième exemple, ici, plus proche de 1, et on voit que, au bout d'un certain temps, quand n va tendre vers plus l'infini, ce point-là va se retrouver à nouveau sur l'axe des abscisses. Par contre, la dernière chose, c'est que si je prends le point d'abscisse 1, eh bien on peut calculer fn de 1, ça vaut toujours 1 puissance n, c'est-à-dire 1, et donc ce point-là, lui, ne bougera pas. Maintenant, toutes ces considérations qu'on a obtenues sur un graphique peuvent être démontrées très facilement par le calcul. On va dire que pour tout x appartenant au segment 0, 1, la suite réelle fn de x, donc ça c'est bien une suite réelle, eh bien elle converge vers 0 si x appartient à 0, 1 exclu, auquel cas on retrouve la limite d'une suite géométrique d'une raison en valeur absolue strictement plus petite que 1, et si x égale 1, eh bien cette suite tend vers 1. Donc c'est exactement ce dont on a fait mention il y a quelques instants à propos du graphique. Maintenant, il est intéressant de voir qu'on obtient tout un tas de limites, qui vont toutes dépendre de x finalement. Donc on pourrait considérer la fonction f, qui a un élément de 0, 1, associe la limite de la suite fn de x, c'est-à-dire 0 si x appartient à 0, 1 exclu, et 1 si x est égal à 1. Et donc de cette manière, d'après ce qu'on vient de faire, pour tout x dans le segment 0, 1, la suite réelle fn de x converge vers f de x. Et donc en fait, dans ce cas, on va obtenir notre première notion de convergence pour une suite de fonctions, on va dire que la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction f. À présent, on peut se dire ici que dans les mots convergence simple, l'adjectif simple fait peut-être référence à la simplicité avec laquelle on a réussi à s'appuyer sur une notion qu'on connaissait déjà, en l'occurrence la notion de convergence d'une suite réelle. Mais en réalité, je préfère largement la notion de convergence ponctuelle, qui fait référence au fait qu'il s'agit de fixer x sur l'axe des abscisses, donc on fixe un point sur l'axe des abscisses, et on se contente juste de regarder l'évolution des images du point d'abscisse x par les fonctions de la suite fn. Alors si la convergence simple est une notion qu'on introduit régulièrement en deuxième année au sujet des suites de fonctions, on pourrait reprendre exactement le même concept, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, pour une suite de matrices. Donc on peut considérer par exemple la suite Mn de matrices qui est définie comme suit. Et on pourrait définir aussi la matrice M qui est cette matrice-là. Alors comment on obtient la matrice M ? Eh bien je pourrais me dire que la suite des coefficients en haut à gauche de la matrice Mn,
bien c'est la suite des 1 sur n, donc elles convergent vers 0. Donc en haut à gauche de ma matrice M, je vais mettre 0, et ainsi de suite. 1 moins 1 sur n en haut à droite converge vers 1, donc en haut à droite je vais mettre 1, et etc. Donc à nouveau, je pourrais définir la notion de convergence simple, entre guillemets, d'une suite de matrices, donc c'est exactement le même concept. Alors j'expliquerai à la fin de l'émission pourquoi on n'emploie pas le syntagme convergence simple pour une suite de matrices. Avant cela, il convient quand même de remarquer quelque chose. L'objet limite ne possède pas forcément les mêmes propriétés que les objets dont il est issu. Par exemple, toutes les fonctions de la famille Fn sont toutes des fonctions qui sont polynomiales, et en particulier de classe C infini. Au contraire, la fonction f n'est même pas continue. De la même manière, dans la suite de matrices Mn, si on regarde le coefficient en haut à gauche, il est toujours strictement positif, non nul. Par contre, à la limite, on obtient un objet avec un coefficient en haut à gauche qui vaut 0. Et en fait, c'est quelque chose de très fréquent. Il est très rare que les propriétés des objets manipulés soient conservées à l'issue d'un procédé limite. Alors, même si c'est fréquent, ça nous donne quand même l'occasion de se poser deux petites questions. La première, c'est comment se fait-il que f ne soit pas continu ? Qu'est-ce qu'il a manqué dans la notion de convergence simple qu'on vient de définir sur un exemple pour ne pas conserver la continuité à ce point-là ? C'est-à-dire qu'on est passé d'une fonction extrêmement régulière à une fonction discontinue. Donc cette question, je vais y répondre dans une émission assez originale, en toute impunité, numéro 4. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourrait-on introduire une notion de convergence qui conserve la continuité ? Et la réponse est oui, donc on va détailler ça dans Épopée mathématique numéro 21. Mais cette notion-là, c'est la notion de convergence uniforme. Alors pour comprendre ici un peu la différence fondamentale entre la convergence simple et la convergence uniforme, il convient de comparer exactement ces deux notions à l'aide, par exemple, des quantificateurs qui permettent de les définir rigoureusement. Donc qu'a-t-on dit pour la convergence simple ? On a dit que si on fixe x une abscisse dans le segment 0, 1, alors pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la distance entre fn de x et f de x est plus petite que epsilon. Donc tout ce qui suit le quel que soit x dans 0, 1, ce n'est que la définition de la convergence d'une suite réelle. Pour ce qui est de la convergence uniforme, c'est légèrement différent. On va dire que pour tout epsilon positif, il existe un rang à partir duquel, pour tout x, la distance entre fn de x et f de x est plus petite que epsilon. Donc on voit qu'il y a une interversion et que le quel que soit x, au lieu d'être au tout début de l'assertion logique, il se retrouve juste avant l'inégalité. Alors c'est quelque chose qui peut poser question, on peut se dire quel est l'enjeu finalement de ce caractère uniforme, et d'ailleurs d'où vient ce mot uniforme, qu'est-ce qui est vraiment uniforme ? Avant de répondre à cette question, on va faire remarquer qu'on peut introduire exactement la même chose pour la suite matricielle. On a dit que pour chaque coefficient, qui est caractérisé par un numéro de ligne et un numéro de colonne, respectivement i et j, qui sont tous les deux entre 1 et 2, alors quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel la distance entre le coefficient de la matrice Mn et le coefficient correspondant à la même ligne et à la même colonne de la matrice M est plus petite que epsilon. Donc ici je fais appel à quelques notations non introduites, mais ce que j'appelle M11, c'est le coefficient de la matrice M situé en première ligne et en première colonne, et ce que j'appelle Mn11, ça serait le même coefficient mais pour la matrice Mn. Donc c'est exactement avec ces quantificateurs-là qu'on aurait pu démontrer qu'il avait entre guillemets une convergence simple de la suite de matrice Mn vers la matrice M. Alors à partir de là, sur le même modèle que pour les suites de fonctions, on pourrait définir ce que serait la convergence uniforme de la suite de matrice Mn. On dirait que quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel, quelle que soit la ligne et la colonne, la distance entre un coefficient de Mn et le coefficient correspondant de la matrice M est plus petite que epsilon. Ce qui ne répond toujours pas à la question, quel est l'enjeu de ce caractère uniforme ? En fait, on peut lire les assertions comme ça. Quel que soit x dans 0, 1, la suite fn de x converge vers f de x. Et de la même manière, pour les suites matricielles, quel que soit le numéro de la ligne et de la colonne, on a une suite réelle qui converge vers une limite réelle. Mais ce qu'il se passe à chaque fois, c'est que le rang à partir duquel, etc., dépend a priori de x pour la suite de fonctions, et dépend du numéro de la ligne et de la colonne pour la suite de matrices. Par contre, dans le cas de la convergence uniforme, l'entier grand N ne dépend plus de x pour la suite de fonctions, c'est-à-dire qu'il vaut pour tout x.
Et de la même manière pour les suites matricielles, l'entier n vaut pour toutes les lignes et pour toutes les colonnes. Donc c'est quelque chose de plus fort, de plus exigeant. En fait, on va dire que dans les assertions qui sont notées avec des primes, la constante n possède un caractère universel. Et c'est de là qu'on tire aussi le mot uniforme. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ce rang-là, j'arrive à garder sous contrôle toutes les distances entre fn de x et f de x, et cela quel que soit x. Donc cette différence-là sera éclairée, encore une fois, par cette émission en toute impunité numéro 4, où on va vraiment mettre en scène les conséquences du fait que l'entier n puisse dépendre de x. Alors on peut se demander, pour terminer cette émission, certes, on a deux types de convergence pour les suites de fonctions. Mais pourquoi n'a-t-on pas deux types de convergence pour les suites de matrices? Puisque, en deuxième année, on n'introduit pas de convergence simple et de convergence uniforme pour les suites de matrices. Et la différence fondamentale entre ces deux objets-là, les fonctions et les matrices, c'est que dans la première assertion, quand on dit quel que soit x dans 0, 1, on a une infinité de conditions à vérifier. Par contre, dans le cas d'une matrice, on a juste un nombre fini de conditions à vérifier. Et donc cet argument-là de finitude permet de démontrer, et c'est un exercice assez simple en réalité, que les deux notions de convergence matricielle, que j'ai présentées ici juste au-dessus, sont équivalentes. Par contre, la convergence simple n'implique pas la convergence uniforme pour une suite de fonctions. Et cela, on l'obtiendra comme une conséquence naturelle de l'exemple qu'on a présenté ici, et du résultat qui sera présenté dans Épopée mathématique numéro 21. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.